clôture en fait du festival, donc de la 6e édition du festival. Alors je ne vais pas conclure le festival, je veux dire qu'il y a eu beaucoup de monde depuis hier. Je tiens à remercier tout particulièrement nos invités de ce soir pour cette table ronde. Ils vont répondre à toutes les questions que vous vous posez, les questions les plus folles. Est-ce que c'est la catastrophe? Est-ce que la vie va disparaître sur Terre? Est-ce qu'il y a des solutions pour rester en vie pour plusieurs générations ou pas? Donc ils vont tout nous dire. Alors je remercie tout particulièrement, ils vont se présenter, Valentine Piton, Sylvain Couteran ou Couteran, et René Longet. Et Sylvain et René Longet ont des ouvrages, ils ont 3 ouvrages qui sont à votre disposition, qui seront à votre disposition à la sortie, et ils se feront un plaisir de vous faire une petite dédicace et de vous signer leurs ouvrages. Et Valentine, elle a 3 ouvrages en préparation. Donc ça sera pour la prochaine fois. Et l'année prochaine, elle reviendra au festival, parce que maintenant, on a décidé ça, elle est en résidence au Festival des Glaciers. Donc elle reviendra l'année prochaine avec 3 ouvrages. Donc je laisse la parole à René Longet, donc, qui est le modérateur et l'animateur de cette soirée. Il va vous expliquer comment tout va se passer. Merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais adresser mes félicitations aux organisateurs. C'est vraiment, le micro marche. C'est vraiment important qu'on puisse mettre ce thème en avant à travers l'évolution des glaciers. Je crois que c'est un angle qui nous touche tous, vraiment. On est dans le monde des glaciers quand on est au cœur des Alpes. C'est un symbole, c'est plus qu'un symbole. Ça a été aussi l'image du tourisme, ça a été la vie de toute une région. Et c'est par là que les choses se passent aujourd'hui. Donc on est au cœur du problème. On n'a pas besoin d'aller au Spitzberg ou en Antarctique pour vivre concrètement le changement climatique. Donc merci d'avoir pris ce thème et bravo aux organisateurs. Et on doit se dire, on se réjouit de la prochaine édition. Ça serait tellement bien de pouvoir parler des glaciers en disant, avec une perspective d'alpiniste ou d'amateur de la montagne. Malheureusement, on parle des glaciers dans une perspective bien triste et bien inquiétante. Mais on n'est pas là pour se morfondre sur les glaciers, on est là pour voir ce qu'on veut faire. Alors vous avez sur le programme, effectivement, un certain nombre de questions. La vie sur Terre est-elle en train de disparaître? Quelle est notre responsabilité? Le dérèglement climatique est-il d'ores et déjà entré dans une phase d'emballement? Quels enseignements nous délivrent les glaciers comme témoins du réchauffement climatique? Face à une situation sans précédent, que pouvons-nous faire? Qu'attendons-nous des politiques? Quel avenir pour la théorie de l'effondrement, la collapsologie? Faut-il un autre modèle économique, une autre façon de consommer? Ce sont des questions qui sont, j'allais dire, transversales et sous-jacentes à l'ensemble de nos réflexions. On pourrait faire une soirée sur la biodiversité, sur les océans, on aurait les mêmes thématiques. Et donc, nous avons ce soir, pour répondre à ces enjeux, pour nous donner leur éclairage, 2 scientifiques de premier plan. Nous avons une scientifique qui nous vient de Suisse, et un scientifique qui nous vient de France. Donc c'est aussi intéressant d'avoir la perspective de chaque côté des Alpes, quelque part, de comment vous voyez les choses. Ils vont se présenter eux-mêmes tout à l'heure. Et moi, je voulais vous dire comment ça va se passer, ce débat. On a en gros 1 heure. Il est 20h10. On a en gros 1 heure. Donc cette heure, on va la séparer en 2 parties. La deuxième partie, ça va être la vôtre. La première partie, ça va être des exposés liminaires. Et comme nous avons 2 scientifiques qui vont nous parler, et 3 questions, ça va faire 5 minutes par question, et donc on arrivera à 30 minutes pour la première partie. Donc la première question que je vais poser tout à l'heure, ça va être un commentaire sur les dernières communications du GIEC. La deuxième question, c'est l'appréciation des scientifiques que nous avons maintenant ce soir avec nous sur le crédit qu'on peut apporter au message des scientifiques précisément. Et la troisième question que je vais poser tout à l'heure, ça va être les propositions concrètes. Parce que si la science dit vrai, il n'y a pas vraiment d'échappatoire, il faut faire quelque chose, mais quoi? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nos vies? Est-ce qu'on peut continuer à vivre comme on vit maintenant si on a envie de continuer à préserver l'essentiel de ce qui fait la vie? C'est un peu notre paradoxe. Alors, je vais vous demander, puis ensuite la parole sera à vous, et à la fin, il y aura bien sûr une conclusion de nos intervenants. Alors, je vais commencer par vous demander de vous présenter. Donc Valentine, si tu veux dire quelques mots sur ton parcours. Volontiers, merci René, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Valentine Piton, je suis docteur en sciences de l'environnement, climatologue et géographe. Je me suis spécialisée donc, après
quelques années de recherche en éducation à l'environnement et au développement durable, donc avec vraiment cette difficile et tant important enjeu de justement transmettre des connaissances scientifiques complexes au plus grand nombre. Merci. Et puis je vais demander à notre invité, M. Coutran, aussi de se présenter, votre parcours. Aussi, quelle discipline, si j'ai bien compris, vous êtes dans les disciplines proches, mais ce n'est pas vraiment les mêmes. Hein. Docteur en sciences de l'environnement et durabilité, climatologue et géographe, et docteur en géographie alpine. Exactement. Donc, Sylvain Coutran, docteur en géographie alpine, effectivement, géomorphologue plus précisément. Donc, la géomorphologie glaciaire, c'est ma spécialité. J'enseigne au laboratoire IDITEM à l'Université de Savoie, et également sur d'autres sites, comme à Lausanne, l'Université de Lausanne aussi. J'ai beaucoup de collaboration avec des collègues scientifiques, donc ça porte sur la géomorphologie qu'elle s'exprime aujourd'hui dans les Alpes, avec le réchauffement, avec le recul des glaciers, avec les effondrements, les écroulements très volumineux qu'on a dans les parois, toujours dû au réchauffement climatique, aux étés très chauds. Ça, c'est des grandes questions dont on n'a pas toujours les réponses. Et je travaille également sous forme de conférences, de débats, comme on voit ce soir, mais vulgarisation aussi de la connaissance. Et puis des grands questionnements, des mesures des glaciers, des constats, des imageries aussi, pour voir le retrait actuel et les dégâts qui sont faits évidemment par les étés trop chauds que l'on subit actuellement. Voilà, bon, il y a beaucoup de choses aussi dans mes activités, et puis quelques livres aussi, quelques ouvrages pour faire partager la connaissance auprès de tout le monde. Avec des très belles photos, hein, je sais pas si... Oui, c'est important de mettre des belles photos dans un livre. Parce que c'est les belles choses qu'on veut, on se bat pour des belles choses. Hein. Est-ce qu'on a le droit de les détruire? Je ne pense pas. Alors, le premier round de questions, c'est donc autour du GIEC, donc ce groupement intergouvernemental d'experts sur le climat, qui a été institué voici plus de 30 ans par deux organismes internationaux qui sont l'OMM, hein, l'Organisation météorologique mondiale, qui a son siège à Genève, et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui a son siège à Nairobi. Et ces deux organismes internationaux ont créé cette structure qui, depuis, travaille sur les évidences scientifiques et aussi les questionnements scientifiques. Et nous allons en parler après plus concrètement, qu'est-ce que c'est en fait, qu'est-ce qu'ils ont déjà produit. Mais vous avez peut-être suivi que voici quelques mois, il y a eu deux communications qui ont fait un choc, dans le monde, parce que la première communication, c'était sur les sols, l'interaction entre les sols et le climat. Et la deuxième communication, c'était l'interaction sur les océans et le climat. Alors évidemment, si on a le sol et les océans, on ne voit pas tellement ce qui reste d'autre, hein, puisque voilà, la Terre ferme et les océans, c'est la planète entière. Et ces rapports ont montré des accélérations inquiétantes et des effets de synergie inquiétants. Et on voulait en savoir un petit peu plus. Et c'est Valentine Piton qui va nous parler des sols, et c'est Sylvain Coutran qui va nous parler des océans. Donc Valentine Piton. Alors, mais c'est donc plus précisément, en fait, ce rapport ne parle pas uniquement des sols, mais plutôt des terres émergées. Et évidemment que les sols sont une part très importante de ces terres émergées, puisqu'ils ont cette capacité en fait, de capturer, de retenir le CO2, tout comme d'ailleurs toutes les terres vivantes, que ce soit des pâturages ou évidemment les forêts, la végétation. Et les sols eux-mêmes captent le CO2. Ils vont aussi avoir un effet de régulation de la température globale. Donc les échanges continus qu'on attend, chimiques que physiques, entre cette biosphère, les sols en particulier, et l'atmosphère, sont fondamentaux pour le maintien de l'équilibre de ce système climatique. Or, le rapport met le doigt sur un constat très grave dans le contexte du réchauffement climatique, mais également grave en tant que tel, c'est que 70% des terres émergées sont désormais finalement perturbées par les activités humaines, et que concernant les sols, une part très importante est d'ores et déjà dégradée. Quelles sont les causes principales de cette dégradation? Ça peut être une disparition simplement des sols ou des forêts parce qu'on les détruit pour y construire des villes ou des infrastructures humaines ou des champs intensifs, etc. Ou ça peut justement être lié à cette agriculture intensive et l'usage de pesticides ainsi que d'engrais qui vont perturber complètement les flux, et les pesticides qui vont finalement avoir
dévitaliser les sols qui vont ensuite s'éroder. Et donc cette érosion fait que ensuite les sols ne sont plus capables de garder, de capter le CO2. Donc on est, en plus de cette question-là de la dégradation des sols, le rapport parle aussi de la désertification qui progresse beaucoup. Et donc dégradation des sols et désertification, dès à présent qui est très importante, notamment dans les pays du Sahel, ont déjà maintenant des répercussions importantes sur la sécurité alimentaire. Donc ça, c'est aussi ce que ce rapport mettait en évidence. Et finalement, dans la conclusion du rapport, il y avait cette injonction de vraiment concilier à la fois lutte contre le réchauffement climatique, c'est-à-dire tant en termes d'atténuation, c'est-à-dire comment diminuer les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi en termes d'adaptation, comment se préparer au mieux aux conséquences dont une partie sont malheureusement dès à présent inévitables, et donc comment concilier ceci avec la question de la durabilité. Et au niveau de la production alimentaire, là, il y a vraiment finalement toute la question de développer des modes de production d'une part et des modes de consommation alimentaire d'autre part, complètement à l'opposé de ce qui nous est proposé depuis ces dernières décennies qui sont à l'origine d'un dérèglement très important. Merci beaucoup. On peut faire le lien bien sûr avec les incendies dramatiques en Amazonie par exemple, où on déboise à fond pour une certaine manière de s'alimenter. Complètement. Et là, on est triplement dans le sujet, puisque le brûler en soi augmente le CO2 dans l'atmosphère. Ensuite, on va remplacer ces surfaces ou par des grandes monocultures, que sais-je, de soja OGM, ou par des élevages très concentrés de bovins, etc., qui eux-mêmes dégagent plus de gaz à effet de serre. Le méthane. Voilà, donc à la fois on enlève des forêts qui captent du CO2 et à la place on y met des activités qui elles génèrent beaucoup de CO2. Puis ce soja sert aussi à alimenter les animaux et pas à nourrir la population. Aussi, donc, cercle vicieux est complet. Exactement, même si pour ce qui est des animaux en Suisse, peut-être que des fois ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est moins la question, moins problématique concernant les bovins. Parce que heureusement chez nous, pour la plupart des bovins, pour l'instant encore sont dans des pâturages, mais malheureusement il y a une tendance à faire des fermes plus grosses, peut-être plus hors sol. Mais pour l'instant, c'est plutôt la nourriture des poulets et des porcs qui est problématique en Suisse. Enfin, on importe 300 000 tonnes par an de tourteaux de soja pour augmenter la production laitière en fait. C'est un complément alimentaire pour les vaches. Tourteau qui vient de où? Ça vient principalement du Brésil, en général, d'Argentine. On a de la peine à en trouver, d'ailleurs, parce que la plupart est OGM, on n'a pas le droit d'importer les OGM. Par contre, si je peux me permettre, peut-être pas partir directement sur le débat uniquement concernant la viande et l'alimentation, parce que c'est vrai que là, si on parle à l'échelle de la Suisse, il faut quand même rappeler que les deux premières sources d'émissions directes sur le territoire de la Suisse, c'est d'abord les transports. Donc c'est d'abord, la première priorité chez nous, c'est les combustibles, les carburants, et ensuite les combustibles, donc chaudière, à mazout et gaz naturel. Et vient ensuite l'alimentation, puisqu'effectivement les 2/3 des émissions liées à l'alimentation sont des émissions grises, directement liées à la production alimentaire à l'étranger, alors que la production indigène, c'est 12% des émissions. Juste pour resituer les priorités, si on parle à l'échelle de la Suisse, après à l'échelle mondiale, l'exploitation des terres, déforestation dans son ensemble, c'est à peu près 1/4 des émissions de gaz à effet de serre, pour vous situer. Merci. Alors, donc l'aperçu sur les sols, maintenant pour les océans. Alors, on vous a présenté comme un expert en géologie alpine. Là, on est dans les océans. Oui. Mais je m'égare un peu là. non, pas du tout. Non. J'ai quelques notions. Mais les Alpes étaient au fond de l'océan. Il y a, oui, il y a quelques centaines de millions d'années. C'est un cryosphère. Encore 35 millions d'années, 30 millions d'années. Ah ben voilà, c'est pas si vieux. C'est vieux. Donc il y avait plusieurs choses à souligner, en fait, plusieurs notions dont il faudrait tenir compte concernant l'évolution de l'océan, parce que l'océan, quand même, c'est le climat. La machine climatique démarre dans l'océan, les courants marins. Ça, c'est très important comme notion. Il y a quand même un rapport publié par l'ONU qui a 2 ans ou 3 ans, qui souligne que dans les 40 ans à venir, même avant,
d'ici 2040. La vie aura disparu au niveau des plateaux continentaux, autrement dit la pêche qui fournit une grande partie de l'alimentation des humains, eh bien, pourra plus se faire au niveau des plateaux continentaux. Donc ça c'est très inquiétant. C'est simplement en partie parce qu'on a une grande acidification des océans qui augmente régulièrement. On a aussi des zones au niveau des plateaux continentaux où la température de l'océan est remontée. Les courants marins, il y a de grandes questions, il y a énormément d'études qui sont faites là-dessus. Les océans sont avant tout des puits de carbone, surtout les océans froids. L'océan austral, c'est un puits de carbone. Donc ça veut dire que tout ce qu'on produit comme gaz carbonique, comme dioxyde de carbone, CO2, c'est aussi absorbé en partie par les océans, mais pas suffisamment. C'est pour ça que le dioxyde de carbone augmente tant dans l'atmosphère, bien qu'on a des valeurs qui ont été mises en évidence ces dernières années. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant de ces valeurs, mais que les taux d'absorption des océans, en termes d'absorption de gaz à effet de serre, a augmenté. Alors, on ne sait pas pourquoi. Je n'ai pas non plus moi la réponse, c'est clair que si. C'est la seule bonne nouvelle dans toutes les mauvaises nouvelles qu'on peut annoncer. Peut-être juste un palier aussi, puisqu'il y a la question aussi du changement de température et au niveau de des circulations thermohalines, donc en fait, ça peut être un palier. Peut-être aussi. Mais bon, c'est des notions qui sont à l'étude actuellement. Et vous vouliez nous parler aussi d'autre chose. Hein, ce rapport du GIEC a aussi inquiété parce qu'il a montré une dynamique de montée des eaux plus rapide que prévu. Vous aviez aussi parlé de dilatation de l'eau. Donc, on a combien de centaines de millions de personnes qui habitent à moins de 10 mètres au-dessus de la surface de la mer, hein. Je crois que ce rapport disait 680 millions de personnes. Oui, un peu moins d'1 milliard. En tout cas, il y a beaucoup de monde. Ouais, donc, ils sont... c'était effectivement vraiment les plus basses, mais après, si on élargit un petit peu au-dessus de cette limite, effectivement, c'est quand même... Si vous êtes au niveau de l'océan, en plein Sahara, ça ne va pas vous perturber. Par contre, si tout le pourtour de l'océan, dans le monde entier, est quand même parsemé de grandes villes. Ouais, les grandes villes côtières. Par contre, au niveau de l'augmentation du niveau marin, jusque dans les années 70-80, c'était principalement lié à la dilatation des océans. Les océans se sont réchauffés d'à peu près 1 degré, voire un peu plus dans certains secteurs. Mais maintenant, avec le réchauffement climatique, la contribution à la fonte de la cryosphère, j'entends, c'est tous les glaciers du monde, principalement les grandes calottes glaciaires. Alors, qu'est-ce qui contribue à augmenter la hauteur des océans? C'est la fonte du Groenland actuellement, hein. Aussi la fonte de quelques plateformes glaciaires en Antarctique Ouest, c'est la péninsule antarctique qui se prolonge au sud de l'Amérique du Sud. Là, il y a des grandes plateformes glaciaires qui se sont disloquées sur l'océan et évidemment, ça génère une augmentation du niveau marin. Bangladesh, c'est sans importance? Là, pardon. Au Bangladesh, c'est pas lié? Mais là, on était en train de parler de la source de l'augmentation de... Là où fond la glace, et qui ensuite fait monter le niveau. Au fond, la glace de l'Himalaya, ça va au Gange et ça finit au Bangladesh. Oui, je pense. Oui, mais la contribution à la peut-être laissons les questions pour tout à l'heure, parce que sinon on va avoir un dialogue en plusieurs personnes. Il faut dire aussi qu'actuellement, on est quand même passé dans une époque où la cryosphère fond à l'échelle de la Terre, hein, c'est d'abord les grandes calottes glaciaires, et que l'impact sur le niveau des océans est maintenant, on le sait, dû à la fonte des grands glaciers continentaux, des plateformes glaciaires et des glaciers comme le Groenland. Le Groenland a énormément fondu et le Groenland fond actuellement. On a des réchauffements de l'eau, des courants marins dans les fjords à grande profondeur. On sait que maintenant les fjords font plus de 1500 mètres de profondeur pour la plupart et on a de l'eau, quand je dis de l'eau chaude, j'exagère un peu, mais de l'eau à des températures plus élevées que l'océan qui passe sous les ice streams, donc ces fleuves de glace qui arrivent depuis la calotte glaciaire, qui vient les saper à la base. C'est comme ça qu'on a des regs très, très importants et des émissions d'iceberg, parce que plus on a d'eau à la base, plus on a d'eau tiède, plus ces ice streams vont plus vite dans l'océan. Donc, ce qu'on appelle un vélage, c'est-à-dire des ruptures du front de ces glaciers dans les fjords, qui génèrent beaucoup d'iceberg. Et ça, c'est une contribution à la remontée du niveau marin. Et là-dessus, il y a d'autres phénomènes qui s'ajoutent, qui sont à l'étude aujourd'hui, comme beaucoup d'eau douce rejetée dans l'Atlantique Nord. L'eau douce dans l'Atlantique Nord ne plongera pas en profondeur, comme le fait l'eau salée, et du coup on pourrait avoir, et ça c'est hypothétique actuellement, un ralentissement, voire un arrêt de la circulation thermohaline, qui nous revient sous forme de Gulf Stream.
Bon, ça c'est un autre débat, on ne va pas débattre de ça pour l'instant. Mais alors, pour la population en bord de mer, ce rapport donnait des chiffres alarmants, justement, en disant que beaucoup de grandes villes bâties au bord de mer, ben, on connaît tous, hein, je veux dire, qu'est-ce qui va... Parce que le rythme de l'accélération de cette remontée des océans est quand même particulièrement inquiétant. On est à un demi-centimètre par année, c'est juste, mais 4 mm par année, non? C'est un peu Ce rythme a doublé, en fait, effectivement, depuis ces dernières années. C'est d'ailleurs ce qui est mis en relief dans ce dernier rapport, c'est l'accélération du rythme à laquelle... et on peut le mettre, je pense, assez directement en lien avec ce que tu viens de nous expliquer, de cette accélération de la fonte du Groenland qui est devenue la première cause, première source de l'augmentation du niveau de la mer, alors qu'il y a encore une dizaine d'années, on mettait plutôt en avant la question de la dilatation de l'eau elle-même sous l'effet de l'augmentation de la température Donc, globale. dilatation, acidification et fonte massive des calottes, des réserves d'eau douce en fait, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. Alors, on voulait faire un premier état des lieux par rapport à ces derniers rapports, je crois qu'on pourra en dire plus en fonction de vos questions. La deuxième question que je voulais poser à nos invités, à nos experts, c'est, de manière générale, ça ce sont des résultats du travail du GIEC, donc, que j'ai évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez de comment fonctionne le GIEC? Est-ce qu'on peut dire, comme Greta Thunberg qui dit, bah, les scientifiques ont parlé, maintenant c'est vous qui êtes responsable, disait-elle aux Nations Unies, de mettre en œuvre ou pas. Les scientifiques ont parlé, ils ont raison. Est-ce qu'on peut dire ça? Alors, effectivement, les rapports du GIEC sont basés sur des tonnes de publications. Hein. Oui, alors... peut-être pas au duo, hein, parce que c'est Oui. un petit moment. Hein. Les rapports du GIEC sont avérés maintenant. À une époque, beaucoup de climato-sceptiques avaient des arguments. Je pense qu'on avait tous des arguments pour nous rassurer jusque dans les années 2000, jusqu'au début des années 2000, pour se dire peut-être qu'il y a une erreur, peut-être que tous les paramètres n'ont pas été pris en compte, les modèles n'ont pas intégré tous les paramètres. Il y avait aussi un autre phénomène, ça Jean Jouzel l'avait souligné, il disait... Jouzel, c'était le président du GIEC il a été président du GIEC jusqu'à 2 ans, hein, je crois qu'il a arrêté il y a 2 ans. Hein. Il y a plus longtemps que ça. Et donc Jean Jouzel précisait qu'effectivement on a constaté pendant une quinzaine d'années un plateau dans l'augmentation de la température de la planète. Alors il finissait par dire à ceux qui lui posaient des questions, peut-être qu'on s'est un peu trompé dans nos modèles, et que si ça continue encore quelques années, on reverra nos modèles. Mais malheureusement, ce plateau s'est arrêté et l'augmentation des températures est repartie de plus belle depuis quelques années. En effet, c'est tout à fait ça. Donc les scientifiques, on peut les croire. Bon, alors après, si tu demandes à 2 scientifiques si on peut les Non, croire, non, on va difficilement prendre. Non. Il est non, 20h30. Si un scientifique me dit il est 20h45, je ne le croirais pas. Pour être plus précis, moi ce que je peux de façon conseiller, c'est de télécharger tout simplement à partir du site de IPCC, donc qui est l'abréviation anglaise pour le GIEC, et vous avez les communiqués de presse disponibles en français, sinon vous avez les rapports complets et le rapport à l'attention des décideurs qui sont eux en anglais pour l'instant, le français suivra, et donc vous les avez ces deux, et puis vous avez toutes les précisions concernant, j'en prends un des deux, celui-là c'est lequel, concernant les océans et la cryosphère, vous avez 104 auteurs de 36 pays, dont 19 sont des pays en voie de développement, et vous avez 6981 publications scientifiques qui ont été référencées dans ce rapport. Chacune de ces publications scientifiques, si elles ont été publiées, c'est parce qu'elles ont respecté un protocole très strict, une déontologie également de la façon dont on va prendre des mesures. Après, avec ces derniers rapports et l'ensemble du prochain 6e cycle du rapport du GIEC, en fait, on a effectivement aussi une accélération, heureusement, des données disponibles, puisque entre chaque rapport, donc le dernier était en 2014, le précédent en 2007, à chaque fois on a une augmentation de données, parce que heureusement que dans la plupart des pays
les chercheurs dans tous les différents domaines du système qui sont liés au système climatique vont pouvoir produire des données concrètes, et des données concrètes d'observation. Par exemple, l'augmentation de la température de l'eau, différents niveaux, différents strates, ou de son acidification, etc. Tout ceci va pouvoir ensuite être pris en compte, et ça va permettre après de le réintroduire dans les modèles de projection, comme tu le disais, qui fait que ces modèles deviennent de plus en plus précis, même si évidemment certaines incertitudes persistent. Mais désormais, ces incertitudes ne sont plus suffisantes pour justifier ce discours de scepticisme qui nous a fait prendre un retard tragique dans la prise en compte de ce que nous démontrent les rapports du GIEC. Merci beaucoup. Donc, en quelque sorte, climato-scepticisme, créationnisme, même combat. J'ai lu récemment un article qui disait qu'il y avait un sondage en France qui démontrait que 10% des Français croyaient que la Terre était plate. En tout cas, n'étaient pas sûrs qu'elle soit ronde. Et parmi eux, il y a des pilotes d'avion, donc il faut le faire. Alors qu'ils prétendent que c'est Dieu qui leur envoie une image pour les faire croire que la réalité ultime, elle est plate. Bon, ça date de quand? Ah bah, ça date de l'année dernière. Hein. Regardez sur internet, Terre platisme, vous pouvez adhérer si vous voulez. C'est un mouvement qui recrute fort. Puis les créationnistes, on les connaît. Donc, mais à la limite, ça c'est un peu folklorique, hein, parce que ça ne peut pas fondamentalement du mal de se tromper à ce point-là. Créationnisme, on réinterprète le passé, ok, on dit que les fossiles n'ont jamais existé, l'énergie fossile par contre oui, c'est bien. Mais alors climato-scepticisme, évidemment, ça fonctionne sur quelque chose qui nous dépasse. Parce qu'on ressent la météo de la semaine, on ressent la température du jour, aujourd'hui il a fait très chaud, demain il fera peut-être froid, etc. Tandis que le climat, c'est un ensemble extrêmement complexe qui ne fait pas appel à nos références usuelles parce qu'on n'est pas habitué à penser le monde quelque part. On le voit, mais ça ne fait pas partie de notre instinct. Donc, qu'est-ce qu'il faut penser de ces climato-sceptiques? Ça me fait toujours penser à ces experts qui étaient payés par l'industrie du tabac pour prouver que le tabac, finalement, n'était pas si nocif que ça. Voire peut-être sain, bon, ça j'ai jamais entendu. Ils l'ont prétendu, ils l'ont prétendu. Indication thérapeutique, peut-être pour le tabac bio, mais je ne suis pas sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de être un outil fondamental, non seulement de lutte contre le réchauffement climatique, mais plus globalement de protection de l'environnement. D'ailleurs, c'était un des principes qui était vraiment mis en avant lors du sommet de la Terre en 1992, sauf que parallèlement, au début des années 90, qu'est-ce qui se mettait en place? Les accords internationaux de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui se sont eux-mêmes basés sur le principe de désengagement de l'État, de déresponsabilisation, d'ouverture totale et de favorisation au maximum, dérégulation, etc., etc. Donc finalement, on retrouve dans des articles qui font partie des réglementations de l'OMC, des articles qui subordonnent systématiquement ce fameux principe de précaution à ceux de la liberté de commerce et en particulier des grosses industries. Et on est toujours évidemment dans ce système dominant. Mais ce principe figure quand même dans pas mal de législations d'État. Et on a aussi appris que ce n'est pas parce que c'est dans des lois que c'est forcément appliqué. Parce qu'il figure par exemple dans la Convention sur le climat qui est entrée en vigueur en 1994, qui disait déjà à l'époque que l'augmentation des gaz à effet de serre ne devait pas être admise si elle pouvait mettre en danger les équilibres fondamentaux, et ce qui était le cas déjà à l'époque. Hein. Donc voilà. Donc c'est pas parce que c'est écrit que ça se fait, mais quand c'est écrit, on peut le revendiquer. Alors la dernière ronde de questions que je voulais vous poser, c'est par rapport, si vous nous dites 97% des scientifiques sont derrière ces constats sont quand même extrêmement inquiétants. 99% aujourd'hui. 99%. Le 1% n'a pas invité ce soir, et pour cause, puisque effectivement c'est un peu une manière de déstabiliser quelque chose qui est admis par tout le monde. Je pars d'idée que si on admet un consensus scientifique, il nous dit il y a des choses, des dérèglements fondamentaux qui sont en train de se mettre en place. Extrêmement inquiétant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais concrètement, est-ce que on en arrivera à dire, ben voilà, vous avez droit à un vol en avion par année, pas plus. Vous devez vous chauffer à 20 degrés parce que chaque degré c'est 7% de plus de consommation. Vous devez isoler votre maison, mais il y aura des crédits pour ça. Enfin, qu'est-ce qu'un gouvernement qui prend ses rapports au sérieux, ce qui est notre souhait évidemment, mais ce n'est pas forcément le cas,
qu'est-ce qu'il devrait faire, au fond, aujourd'hui et demain? Qu'est-ce qu'il devrait proclamer et imposer quelque part? Parce que finalement, on met bien des feux rouges pour limiter les morts sur la route. Pourquoi on ne mettrait pas des feux rouges par rapport aux émissions de CO2? Alors, Valentine, ou bien oui, alors, pas de problème. Moi, je peux répondre. Alors, on a justement, on a des visions aussi peut-être nationales différentes, parce qu'en France, il y a un débat X, en Suisse, il y a un débat Y. Est-ce que donnez aussi votre perspective? Par là, je dirais qu'en Suisse, il y a une véritable nouvelle démocratie qui est en place, ce qui n'est pas le cas en France. Bon, ça, c'est mes convictions personnelles. Sans vouloir faire de politique. Vous pouvez élire, et puis au bout de 2 ans, vous décidez d'élire quelqu'un d'autre. Il y a quand même une possibilité de changer de dirigeant. Maintenant, le problème, c'est que tous les dirigeants de la planète, dans les pays industrialisés, sont contraints par les lobbies. La plupart de ceux qui sont au pouvoir ont été mis en place par la finance internationale. Ça, c'est une déclaration scientifiquement validée. C'est pas scientifique, mais c'est une constatation qui est validée en tout cas. Je fais la différence, hein, pour que vous puissiez avoir la liberté aussi de donner un avis personnel. Et on ne peut pas avancer à partir du moment où c'est la finance et le système économique en place aujourd'hui qui se veut véhiculer systématiquement le consumérisme et la création de besoins et le gaspillage. Donc gaspillage des ressources humaines, gaspillage des ressources naturelles, gaspillage énergétique. Tant qu'on n'aura pas éradiqué un système économique mal adapté, on ne pourra pas avancer. Et comme nos dirigeants vont toujours dans le sens de ceux qui les ont mis en place, parce que ce sont ceux qui les ont financés, ce sont ceux qui détiennent les rouages de l'économie, on ne peut pas avancer dans ces conditions-là. Par exemple, en France, Emmanuel Macron remplit parfaitement son rôle, puisque, comment dirais-je, il fait la politique que ceux qui l'ont mis en place voudraient. Il ne peut pas faire d'écologie. Il ne peut pas, c'est impossible. Ça veut dire qu'il trahirait ceux qui l'ont financé. Oui, on en est là actuellement. Et pourtant, il s'est disputé avec Trump sur le sujet. Puis je dirais, peut-être que c'est vrai, ce que vous dites, je ne veux pas me prononcer là-dessus, mais je pense que ça peut être plus grave d'avoir cette vision linéaire et destructrice et prédatrice du progrès, encore que d'être payé. Parce que si on est payé, on peut dire, bon, il y a une logique derrière, peut-être. Encore qu'elle serait criminelle, mais je pense que, par exemple, quand on voit la psychologie d'un certain nombre de personnes du monde politique, pour eux, c'est une vision du progrès qui est derrière. Alors c'est encore pire quelque part parce que c'est une manière d'appréhender le monde qui est incomplète quelque part. Si vous me dites ils sont payés, là on les remplace par des gens pas payés. Mais enfin, au fur et à mesure que les gens prennent les commandes de ces systèmes, ils se disent que c'est bien d'avoir abondance de consommation parce qu'on a été dans la pénurie pendant des millénaires, maintenant on peut consommer, tout le monde est content, etc. Il y a quand même une vision de société. Mais effectivement, on peut en débattre, ça sera l'occasion avec vous de le faire. Je voudrais peut-être aussi rebondir, quand même compléter du coup parce que tu disais que tu penses en Suisse que l'on a ce système démocratique qui fonctionne mieux. Effectivement, il y a la possibilité de faire des référendums, et d'ailleurs j'en profite puisqu'on parle de référendum. C'est vrai qu'il y a de quoi se méfier, disons, du politique aujourd'hui. Ceci dit, c'est aussi un discours qui est un petit peu dangereux. Je le vois depuis quelques temps parce qu'il se trouve qu'en tant que scientifique, depuis quelques mois, je me suis engagée en politique. Parce que j'étais désespérée l'année passée, peu de temps avant justement que notre chère Greta finalement fasse boule de neige et que les jeunes aillent dans la rue. J'étais à ce moment-là désespérée par l'inaction. Et puis je me suis dit, essayons peut-être en tant que scientifique de devenir moi-même directement politique et de finalement court-circuiter toute cette distance, ce manque de prise en compte des alertes scientifiques qu'on observe dans le monde politique et qui est dénoncé justement par les jeunes et par leur porte-parole Greta. Entre-temps, les choses ont bien bougé, effectivement, depuis qu'il y a une contestation dans la rue. Il y a aussi les mouvements Extinction Rébellion. Il y a tout un mouvement aussi qui est en train gentiment de se radicaliser. Je pense qu'il y a une nécessaire action de contestation et de pression qui doit se faire dans la rue, elle est nécessaire, mais par contre je pense aussi que comme on a des démocraties, même en France, on a la possibilité de changer les choses aussi par l'intérieur du système. Parce que le système qu'on veut changer, c'est ce système capitaliste néolibéral où les ressources sont captées, où le vivant et les personnes ne sont pas respectées. Mais ce n'est pas la partie démocratique du système. Donc ce qu'il faut, c'est redonner à notre système démocratique un vrai fonctionnement. Et pour ça, il faut éjecter ce pouvoir des lobbies
Il faut aussi comprendre qu'on est dans des gouvernements, depuis les années 90, qui sont largement dominés par la droite. C'est le cas en Suisse. En Suisse, que ce soit au niveau cantonal, mais à Berne, on a plus des 2/3 de nos parlementaires qui sont à droite, voire extrême droite, avec l'UDC. Donc, je vous laisse deviner à quel parti j'ai adhéré. Évidemment, il faut donner plus de pouvoir aux partis qui défendent vraiment l'écologie. Et je reviens sur l'idée de référendum. Donc le Parti des Verts met un référendum sur pied dès à présent pour s'opposer aux accords qui ont été signés avec Mercosur. On évoquait au départ la dégradation des sols, l'Amazonie, etc. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'est Mercosur. Et donc là, effectivement, en plus, coïncidence, le Conseil fédéral nous annonce la semaine même où les images de l'Amazonie en feu faisaient la une, nous annonce qu'ils ont été signés un petit accord à Buenos Aires. Pour emporter de la viande du Brésil. Mais pour faciliter les accords commerciaux avec en particulier le Brésil et l'Argentine, et en particulier des denrées alimentaires, de la viande, des céréales, des fameux tourteaux que tu évoquais. Voilà. Alors on va devoir s'arrêter là, on a déjà un petit peu dépassé le temps, mais vraiment c'était passionnant tout ce que vous avez dit. Bon, on a fini par une touche très profession de foi, hein, vous avez compris les engagements des uns et des autres, plus sociétal pour toi, plus politique pour toi. Maintenant je pense, non mais je dis, voilà, c'est un choix que chacun fait, hein, de tirer les conclusions des constats scientifiques. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant de vous avoir, parce que vous êtes des scientifiques d'abord, et ensuite vous prenez une option sur la société. Alors voilà, donc là, le débat est ouvert avec vous, mesdames et messieurs. Beaucoup de trucs. Et puis, si j'avais le temps, je demanderais à René Longet qu'est-ce qu'il changerait dans sa commune s'il était de nouveau élu maire. Et puis à vous, madame, c'est le département de l'environnement à Genève, à l'université. Est-ce qu'il a toujours aussi bonne réputation? Et vous, monsieur, un truc très spécial. Pourquoi on n'arrive pas dans les montagnes à prévoir ces glaciers qui coulent et ces lacs qui s'écroulent, alors que les mouvements des glaciers et des lacs sont mesurés et mesurables? Est-ce qu'il y a encore une troisième personne, puis je prends ensemble? Oui, on arrivera. Bonjour. Moi, je ne parle pas beaucoup le français. Bon, je vais me débrouiller. Alors, je crois que par rapport à tous la science qui donne les résultats de ce moment-là, le plus important, c'est de faire chaque nous un choix personnel. C'est ça vraiment le changement. C'est pas être toujours aux effets des choses. Par rapport, par exemple, la viande, il y a vraiment un grave problème. Alors, je dis, pourquoi on commence à penser à changer les choses partant de nous? De devenir végétarien, Oui, par exemple. Si la Coca-Cola, si tu veux que la Coca-Cola il va en bas, tu n'achètes plus la Coca-Cola. Absolument. Tu vois, c'est ça le choix, le vrai choix. C'est pas être une masse tous ensemble et choisir. Parce qu'on ne peut pas. Alors voilà, donc j'ai une série de questions de pourquoi les scientifiques ne sont cette convention des scientifiques et pourquoi les 2 degrés en Suisse, la réputation, la qualité de l'Institut des sciences d'environnement de l'Uni de Genève, si vous pouvez répondre. La question aussi de la prévisibilité de l'instabilité des glaciers, puis effectivement le boycott et la taxe sur le CO2, puis l'histoire du boycott, l'arme du boycott finalement. Alors voilà, je vous laisse répondre aux questions qui vous intéressent plus spécialement. Concernant l'augmentation de CO2, elle s'explique en fait assez facilement puisque en fait on a une augmentation globale de 1 degré depuis le début des mesures météorologiques autour de 1860, mais qui n'est pas homogène sur la surface de la planète. Et tout l'hémisphère nord est plus chaud, c'est réchauffé plus vite que l'hémisphère sud, tout simplement parce que la superficie justement de terre émergée, de continents, est plus importante dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Et ensuite, et c'est pour ça qu'on a aussi le nord
de l'hémisphère nord, et l'article le plus au nord, où l'augmentation est plus élevée avec les conséquences qu'on a évoquées tout à l'heure sur le Groenland. Et puis en plus en Suisse, on est en zone continentale et en zone de montagne. Donc on cumule, mais si vous voulez, vous avez les mêmes résultats par exemple pour l'Autriche. Et en plus, vous avez l'effet d'albédo que peut-être je vous laisse. Voilà, merci. La suite, ouais. Juste un complément. À l'échelle de la planète, c'est 0,9, presque 1 degré maintenant. On va bientôt atteindre les 1 degré de température moyenne d'augmentation. À l'échelle des Alpes, à l'échelle des vallées alpines, c'est 2 degrés, voire 2,5 degrés de plus par rapport aux premières mesures de 1880, quelque chose comme ça. Bon, c'est une histoire d'albédo en altitude. Dans la cordillère des Andes, on est à 2,5 degrés, voire 3 degrés. C'est un de ces effets de synergie négatifs. Maintenant, un autre phénomène, la question que vous avez posée tout à l'heure, je crois que là, il faut faire attention à faire la différence entre météo et climat. C'est pas parce qu'on aura un été caniculaire, bon, il se trouve que ça fait 2-3 étés qui sont quand même relativement caniculaires, l'année dernière et surtout cette année, avec des températures moyennes en Suisse qui sont bien au-dessus de la moyenne. Alors là, on est encore dans la météo, mais on va arriver au climat, dans l'analyse de tout ça. Si ça se reproduit sur une dizaine d'années plus de 5 fois, là on dira effectivement on va vers une forme de catastrophe, d'accélération du phénomène. Voilà, il y avait pas encore dans la logique du chaos. Ouais. Non. Simplement c'est une moyenne, le 1 degré c'est une moyenne mondiale. Maintenant la question des scientifiques qui s'assemblent en convention, ça vous dit quelque chose hein? Oui, c'était monsieur, vous avez posé la question. Oui, ben, en s'inspirant de la Convention citoyenne sur le climat, c'est-à-dire est-ce que les scientifiques pourraient le faire? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, et d'ailleurs, depuis quelque temps, il y a par exemple plusieurs chartes qui peuvent être signées en tant que scientifique, en tant que politique aussi d'ailleurs, on peut s'engager. On a moins confiance. Et oui, alors après, si c'est une politicienne scientifique, peut-être vous aurez plus confiance, espérons-le. Mais c'est vrai qu'il y a la charte du climat que des scientifiques ou des politiques effectivement peuvent remplir. Il y a notamment aussi maintenant l'engagement du mouvement Extinction Rébellion par exemple, qui est en train de circuler entre les différents scientifiques, où on dit qu'on appuie en fait le mouvement, qu'on le soutient. Je pense effectivement qu'il faudrait que plus de scientifiques affirment leur position. Même sans forcément se positionner politiquement, si c'est ça qui pose problème, mais au moins s'affirme. Ceci dit, c'est vrai que ce n'est pas forcément le rôle au départ des scientifiques en fait. Hein, et puis ils n'ont pas non plus le temps de tout faire, puisque ça prend quand même beaucoup de temps déjà aussi de comprendre notre monde qui est si complexe. Bon, on a M. Dubochet qui s'engage bien déjà. Oui, alors vrai. maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de l'Institut des sciences de l'environnement de l'Uni de Genève? Moi, tout ce que je peux en dire, il a effectivement bonne presse, bonne réputation. Il a fêté ses 10 ans il y a quelques semaines. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont proches de cet institut dans la salle. Très bon climatologue également, M. Béniston en particulier. Voilà, mais je ne suis moi-même pas issue de l'Université de Genève. J'ai fait mes études à Neuchâtel, l'Université de Neuchâtel, et ensuite... qui a aussi bonne réputation. Qui a aussi bonne réputation, et à l'EPFL, qui, je l'espère, aussi encore bonne réputation. Voilà. Donc voilà la réponse, je pense qu'elle a été donnée. La question de la taxe sur le CO2, vous avez une opinion? Est-ce que c'est quelque chose d'inefficace, d'injuste? On a eu la réaction des Gilets jaunes en France, vous qui êtes français. C'est pas spécialement efficace, c'est en quelque sorte pour sensibiliser les gens qui vont acheter. Je prends l'exemple d'un véhicule très polluant avec une taxe carbone très coûteuse. Ça va être un petit peu dissuasif et en même temps ça va permettre de financer des démarches écologiques dans la mise en place d'économies d'énergie, dans la mise en place d'énergie propre. C'est un petit peu ça l'objectif. Oui, mais l'idée c'était les compensations financières à haut niveau avec les industries. Je paye, donc je pollue, je m'en fous. Ah, mais il y a ce phénomène-là Ah, mais aussi. ça c'est pas. Alors, ça, c'est pas les. C'est pas la C'est deux taxe. choses. Ça, c'est pas la taxe C'est pas CO2. polluer. Ça, c'est ce qu'on appelle le système de compensation de CO2. Et c'est effectivement des permis de polluer. C'est ce qui a été mis en place lors du protocole de Kyoto en 98. Et ça a été finalement, je dirais, une catastrophe. Parce que plutôt que d'apporter une solution, ça a empiré le problème. Il y a même eu de la spéculation là-dessus. Voilà. Et puis, d'ailleurs, dans le rapport sur les terres, il est fait mention
gestion aussi de cette problématique où finalement les plus riches, les industries les plus riches ou les pays les plus riches peuvent ne rien remettre en question de leur fonctionnement, et puis ils financent des programmes de reforestation dans des pays en voie de développement, des projets d'ailleurs de reforestation qui n'ont souvent rien de durable, parce qu'on met, je sais pas moi, une monoculture d'eucalyptus ou bien tiens, pourquoi pas de palmier à huile, ils en sont capables, je suppose. Et puis après, ils nous vendent ça comme de la reforestation. Ça pose des problèmes aussi sur place pour la population locale et pour la biodiversité. Donc en grand bluff. Donc, mais c'est le système de compensation CO2. La taxe CO2, ça c'est toute autre chose. Ouais. Et la taxe CO2, là en Suisse, pour l'instant, on a cru elle a été plus ou moins enterrée par le Conseil national il y a quelques mois. Et puis là, dernièrement, sous la pression populaire, le Conseil des États n'a pas osé. Et enfin aussi avec le tournant vert de la plupart des partis, à l'exception de l'UDC, finalement cette taxe CO2 a été ressuscitée à Berne. Il y en a déjà une taxe sur le CO2, mais elle est à peu près indolore. Hein. Voilà. Le problème, c'est effectivement, si on la met trop, on va dire que c'est injuste quelque part, parce que certains pourront la payer et continuer à polluer, et d'autres seront incités à ce que vous disiez, à faire autrement. Mais si tu permets, je voulais juste terminer. Effectivement, c'est la question de la justice climatique qui se pose avec ces taxes CO2. En France, on a bien vu que quand on veut introduire une taxe, la même pour tous, un post-it TVA, qui va pénaliser, mais tellement plus les gens à bas revenus, qui vivent en campagne, qui, en plus, dans un pays où les transports publics hors axes principaux ont été complètement abandonnés. Donc, on a quoi? Le résultat, on a la révolte des Gilets jaunes qui finalement, en tout cas au départ, me semblait tout à fait légitime. Pour éviter d'avoir la même chose en Suisse, c'est clair qu'il est question de cette taxe CO2 dès le début. Elle englobe une forme de justice climatique, et puis il y a une partie qui serait donc reversée directement dans les assurances maladie, et puis pour payer les assurances maladie, 2 tiers sauf erreur, et 1 tiers qui lui serait utilisé directement pour payer les infrastructures, pour développer davantage les transports publics, et ainsi que pour subventionner les bons choix. On parlait des choix, après il ne suffit pas de juste vouloir changer sa chaudière, en plus on va pouvoir être propriétaire pour avoir le pouvoir de le faire, ou alors changer de véhicule, il faut pour avoir aussi les moyens, et donc il y a toute cette question-là du financement de la transition. Maintenant, ce mécanisme dont tu parles, il existe déjà, notamment pour les composés organiques volatiles. Ceux qui vivent en Suisse parmi vous, dans le groupe public, vous voyez que quand vous payez, enfin quand vous avez la dernière facture de l'année de caisse maladie, vous avez une ristourne. Hein. Vous avez une ristourne COV, une ristourne CO2. La plupart des gens se demandent ce que c'est. En fait, c'est par ce mécanisme qu'une partie effectivement de ces fonds récoltés sont redistribués. Alors on peut encore affiner la chose. L'idée, c'est quand même chaque fois de lutter contre ces externalités économiques, c'est-à-dire quand un produit entraîne des effets dommageables sur la société. Aujourd'hui, c'est pas pris en compte par le prix. Donc il y a quand même une compétition sur un marché où il y a une sous-enchère écologique, on peut dire clairement. Hein. Le produit ne paye pas ses coûts. Après, à l'inverse, on peut dire, voilà, s'il paye ses coûts, c'est encore possible de pouvoir l'utiliser. Donc c'est pas antagoniste à des interdictions ou à des régulations légales, c'est un mécanisme. Et je pense qu'il faut effectivement bien séparer la taxe CO2 sur ces différentes modalités. Il y a beaucoup de modalités, et l'histoire du permis de polluer qui a échoué parce que aussi les plafonds étaient trop élevés. Parce qu'évidemment, si on baisse les plafonds, il n'y a plus grand chose à échanger. Si les plafonds sont trop élevés, ça devient inefficace. Hein. Donc on est. Voilà. C'est un système que je qualifierais de pervers dès le départ. Mais au départ, c'est la seule chose que la communauté internationale a réussi à mettre en place. Alors maintenant, il restait une dernière question. Il y avait 2 questions. La question très concrète, pourquoi on n'arrive pas à mieux prévoir l'instabilité dans les montagnes? Je vous rappelle qu'il y a une semaine ou 2, on a fermé brusquement un téléphérique en montagne, hein, en Valais, du jour au lendemain, parce que voilà, ça s'était écroulé au niveau du pylône supérieur. Enfin, écroulé, les terrains devenus instables, hein, le terrain c'est légèrement écroulé, donc c'était dans la région du glacier d'Aletsch. Donc voilà, est-ce qu'on arrive à être plus fin dans la prévision? Et on finira peut-être sur la question du boycott, parce que je pense qu'elle est politiquement intéressante. Oui, des choix. Oui, voilà.
parce que là, on me regarde avec un œil qui est l'œil de la montre, c'est juste. Hein. On est en Suisse, c'est vrai. Alors, je vais répondre en ce qui concerne la prévision de l'évolution du terrain de haute montagne, et notamment les risques de dégradation des supports, des infrastructures, remontées mécaniques, pylônes, etc., stations supérieures. C'est le cas de la station supérieure de l'Iguissorne, où ils ont lancé tout un programme de renforcement à coups de béton armé, de forage en profondeur, pour que la station, l'arrivée du téléphérique soit stable. Effectivement, on assiste à une déstabilisation de la plupart des infrastructures qui sont posées en altitude. Ça, c'est tout simplement lié à la dégradation du permafrost. Alors, qu'est-ce que c'est que le permafrost? C'est le sol gelé en altitude. Il faut savoir que, grosso modo, au-dessus de 2800, 2700 mètres dans les versants nord et 3000 mètres dans les versants sud, on a un sol gelé permanent. Les roches des massifs cristallins alpins, ou même calcaires, hein, parce que si on parle des Alpes bernoises, en altitude, on a aussi des calcaires, comme à Lagueur, sont fissurés en profondeur, dû à la formation des Alpes il y a 15 millions d'années. Toutes ces fissures sont remplies d'eau, donc de glace. Cette glace, en surface, elle fond un peu l'été. Elle fond sur quelques dizaines de centimètres. Ça libère régulièrement des chutes de pierre. Et on s'aperçoit que dans les périodes froides, comme dans les années 1920, comme le 19e siècle, le petit âge glaciaire, il y avait très peu de chutes de pierre. À partir des années 40, il y en a déjà eu beaucoup plus. À partir des années 50, encore plus. Le climat s'est un petit peu refroidi, il y en a eu moins. Et à partir des années 90, il y a eu de plus en plus de chutes de pierre. Et avec les étés qu'on a, le permafrost se dégrade à grande profondeur. Il y a des capteurs qui ont été mis en place par l'Université de Lausanne, par des laboratoires comme le laboratoire d'ITEM. J'ai des collègues qui travaillent essentiellement sur les grands écroulements en parois. Et on s'aperçoit qu'on a un dégel à plusieurs mètres de profondeur. On a même des circulations d'eau dans des fissures à 15 mètres de profondeur. Ça devient dramatique. Donc on peut s'attendre à des effondrements majeurs, à des écroulements majeurs. Un écroulement, c'est plus de 100 mètres cubes par rapport à une chute de pierre. Et ça, c'est très inquiétant pour tout ce qui est installé, toute l'activité humaine installée en haute montagne. Et c'est pour ça qu'on renforce des installations comme à l'Aiguille du Midi et comme à l'Iguissorne maintenant. et ça nous amène à un autre débat qu'on ne pourra pas aborder ce soir, mais qui a été abordé par une récente déclaration de Mme Sommaruga, donc conseillère fédérale en charge de ce domaine, hein, et qui disait qui présentait un rapport sur les coûts de plus en plus importants de réparation et d'entretien des infrastructures en raison du changement climatique. Donc nous, on a le problème de la montagne, ceux qui sont au bord de mer, ils ont le problème des digues, etc. Donc à force de ne pas investir dans ce qui nous permettrait d'avoir un autre système énergétique et économique et de production, on va devoir investir pour des choses qui vont coûter infiniment plus cher et uniquement pour se défendre des mécanismes pervers qu'on a mis en place. Donc ça, c'est aussi une réflexion qu'on doit partager parce que finalement, en termes de coûts, ça devient exorbitant. Et d'ailleurs, parmi les milieux économiques, ceux qui ont été les premiers en alerte là-dessus, ça a été les compagnies d'assurance parce qu'ils voyaient bien le système de l'assurance va plus être gérable. Et qui va payer quand les assurances pourront plus, ça va être national à tout le monde, parce qu'il faudra bien que quelqu'un paye. Alors, on a pensé réserver la réponse à votre question sur le boycott au mot de la fin, hein, parce que le boycott, c'est tout à fait le lien entre l'action individuelle, mais dans une perspective collective, avec l'action collective. Hein, parce que chacun peut faire son boycott privé, mais le boycott comme action collective, c'est encore autre chose. Mais je vous entendre là-dessus. Mais on va encore prendre 2 questions, si vous voulez. Oui. Alors, ravi de vous voir tous ici. J'ai pas dit 2 questions par Oui, 2 questions. Non, une question. Alors, j'essaie de faire un focus parce qu'il y a tellement de choses. Donc, hier, on a eu une table ronde. Donc, la situation est grave, on le sait. Les scientifiques sont là pour témoigner et on a les preuves qu'ils ne racontent pas de bêtises. Même s'il y a aussi de la pression auprès des scientifiques, j'étais à une table ronde pour l'ouverture de cette merveilleuse établissement qui est l'EPFL, et une scientifique très reconnue dit « mais moi je passe 60% de mon temps à faire des recherches pour mes fonds, donc recherche économique, et de fait les choses bougent aussi. » Donc il y a aussi des problématiques là. Donc, est-ce que la solution ne serait pas, parce qu'on est tous en train de parler, il y a 1000 conférences passionnantes, l'énergie est évidemment l'autre partie de la pièce du climat, absolument. Est-ce que on ne doit pas, on est en période de transition, donc c'est compliqué et
c'est compliqué, toutes les périodes de transition sont compliquées, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer déjà d'éduquer nos enfants différemment parce que, enfin, je reviens encore avec cette question, hier on a eu une discussion, table ronde qui était pareille, où on avait Anne Marer qui fait un procès avec l'Aîné pour les climats à la Confédération suisse, on a eu l'INEC qui présentait des faits CO2, oui, mais la Suisse investit, la Banque nationale suisse investit et pollue énormément, donc c'est pas une pollution directe, mais c'est une pollution grise. Donc c'est difficile de demander à nous, citoyens, de faire plein de choses. On essaye, je pense que chacun fait avec sa conscience, comme disait monsieur, mais on n'a pas tellement le temps pour tout ça. Enfin, c'est urgent, donc... C'est presque une conclusion, en fait. Oui, pardon, c'est pas... Non, oui, donc ce que je voulais dire, c'est... Est-ce qu'il ne faudrait pas vraiment être radical? Ça veut dire que la seule solution, c'est la rébellion climatique qu'on est en train de voir, mais ça va provoquer le chaos. Donc, pourquoi nos gouvernements n'agissent pas? Ça, c'est une chose. Et peut-être mettre autour de la table, pas des gens qui sont tous d'accord, parce qu'on est là, dans cette salle, déjà tous d'accord. Et ça, c'est un problème. Mais d'inviter des gens qui sont des pères, des grands-pères, des mères, et qui sont à la tête d'entreprises, qui font des investissements ou des gestes, alors c'est facile sur un ordinateur, etc. Et puis tout d'un coup, dans le concret, à l'autre bout du monde, il se passe quelque chose. Donc peut-être mettre les gens autour de la table, en fait, pique-niquer avec le diable, entre guillemets, et commencer à dialoguer avec lui, parce que c'est toujours... Je veux dire, vos enjeux politiques sont fantastiques, mais en même temps, ça ne va pas aider la planète. Pas assez, en tout cas. Alors, c'était beaucoup de questions à nous, oui. Donc on va... Non, c'était pas une question, en fait. C'était pas une question. Excusez-moi, je me suis lancée. C'était un témoignage qui nous permettra de conclure, en effet. Moi, je dirais juste un mot. On nous dit souvent, on n'a plus le temps d'être réaliste. Hein, donc, mais il y a un problème démocratique. Hein, on dit on est en démocratie, plus ou moins, vous dites plus ou moins. Il va y avoir des élections, maintenant en Suisse. On connaît la palette des partis politiques. Ça va de ceux qui disent circuler rien à voir, à ceux qui sont très militants, comme on a l'exemple avec Valentine, hein, donc, puisqu'elle s'est identifiée comme verte. Donc on a ce spectre politique. Donc je crois que le thème est sur la table. Il y a des partis qui se disent plus centristes, qui disent qu'il faut composer avec la réalité d'aujourd'hui. Moi je préfère la réalité biologique et chimique et physique de la Terre, mais bon, pour d'autres c'est la réalité économique, les désirs des consommateurs, etc. Donc il y a vraiment toute la palette sur la table. On verra si les choses changent en fonction des élections. Je n'en sais rien, on verra. Ça va être la preuve par l'acte. Donc on peut pas le destinataire d'une révolte ne peut être que la population, pour dire qu'on a d'une part une responsabilité de consommateur et d'autre part une responsabilité de citoyen. Et c'est là peut-être que je vais vous demander de conclure par rapport à la question du boycott. Tu viens de dire ma conclusion. Et ça permet de faire le lien avec la question qui avait été posée avant. Donc effectivement, je ne pense pas qu'il faille opposer en fait tout ce qui a été dit. Je pense que voilà, nous sommes des êtres pensants, j'espère bien informés. Il y a toute la question de l'éducation. Je vous ai dit tout à l'heure que depuis 10 ans, je suis engagée en éducation, au développement durable, à l'environnement, mais c'est des processus lents. Ceci dit, je suis quand même assez fière parce qu'on voit bien que notre jeunesse est bien plus consciente des enjeux, comprend beaucoup mieux le fonctionnement du système Terre. Cette approche systémique, elle n'existe malheureusement pas chez la plupart des politiques, en tout cas ceux que j'ai pu avoir en face de moi jusqu'à présent. Et puis, après, il y a, donc, en tant que citoyen, je pense que c'est important d'agir, parce que malgré tout, les changements urgents, il faut qu'ils passent, on l'a dit, par ce processus démocratique. Si on veut changer des infrastructures, par exemple, typiquement, une bonne partie de ce qui doit être fait, tant pour atténuer le réchauffement climatique que pour s'y adapter, on a parlé avant des dégâts qui ont lieu déjà maintenant au Haut-Valais, par exemple. Tout ça, c'est de l'aménagement du territoire. Tout ça, ça se gère à l'échelle collective et c'est de la responsabilité de l'État. Pour que nos responsables, tant au niveau de l'exécutif que les législatifs, aient cette conscience de l'urgence écologique et climatique, eh bien, force est de constater que selon les partis,
cette conscience est beaucoup plus présente et sincère chez certains que chez d'autres pour qui, c'est le cas des partis bourgeois, il s'agit de plutôt protéger les intérêts privés des entreprises, etc. Qui sont aussi nécessaires, je ne suis pas en train de dire que voilà, mais c'est bien pour ça que c'est bien pour ça que parallèlement, la pression dans la rue, il faut qu'elle reste. Et et d'ailleurs j'espère bien qu'elle va s'enchaîner de climat à biodiversité. Et l'année prochaine, vous, en tant que citoyen, vous aurez l'occasion de voter. Il y aura 2 votations concernant la sortie des pesticides de synthèse. Donc n'oubliez pas, là, de faire valoir vos droits de citoyen. Et puis après, rien n'empêche de faire les bons choix en tant que consommateur. Mais encore faut-il que le consommateur soit bien renseigné, bien informé. Et ça, c'est tout l'enjeu de l'éducation qui est long, dans le temps long. On ne peut pas attendre que tous les consommateurs soient bien informés. Merci pour cette perception aussi. C'était ma conclusion. Ça m'intéresse, oui, bien sûr, on n'aura pas d'autres, puisque le temps est écoulé bientôt. Mais la perception côté français m'intéresse aussi, parce qu'on peut percevoir les choses en termes d'intérêt économique, mais moi, ce que je vois plus fondamentalement, c'est la vision du monde qu'ont des personnes. Il y a des personnes qui sont plus sensibles à la fragilité de la nature que d'autres, et toute notre société industrielle a été fondée sur la conquête de la nature. Et finalement, on a tellement bien réussi qu'on est en train de la déstabiliser. Mais finalement, c'est nous qui payons la note. Alors c'est juste une manière de gérer notre rapport à la nature, et certains font totalement confiance à l'économie, au marché, aux consommateurs et à la science pour réparer les dégâts, et d'autres pensent qu'il faut réguler. C'est en gros, la différence, elle est dans la perception et dans les solutions. Et effectivement, on verra ce que le peuple suisse décide dans une semaine, puis après on viendra sur d'autres choses. Puis en France, comment vous ressentez les choses? Je voudrais revenir sur un autre phénomène, c'est que je ne doute pas, ça marche, ouais. Je ne doute pas qu'en Suisse et en France, on soit capable de gérer. On a l'émergence d'une pensée nouvelle, maintenant on voit bien la jeunesse se mobilise, tout le monde se mobilise, et on est en passe de faire changer, avec un peu d'espoir, les politiciens. Mais ça, c'est valable pour la France, c'est valable pour la Suisse. Ça veut dire 70 millions d'habitants. À tout casser. C'est valable peut-être pour l'Allemagne, encore 70 millions d'habitants. Il faut savoir qu'à l'échelle de la planète, il y a quand même 4 milliards de personnes, voire 5 milliards, qui n'ont pas du tout ce concept de catastrophe écologique et climatique, et qui veulent à tout prix se sortir de l'ornière dans laquelle ils sont fourrés depuis des décennies, depuis la colonisation d'ailleurs. Donc le problème, il est avant tout démographique, ça j'en doute pas un instant. Et que si on veut trouver des solutions, alors ça c'est un peu hypothétique tout ce que je dis là, mais il faut réduire le nombre d'habitants sur la planète. Je ne sais pas comment, mais on est beaucoup trop nombreux par rapport aux besoins énergétiques, par rapport à la consommation et aux émissions de gaz à effet de serre. On a des millions de véhicules Tata qui sortent des usines, la Nano qui sort des usines Tata en Inde, qui arrosent le marché chinois. C'est une voiture qui est vendue l'équivalent de 4 000 €. Alors là, je pense il y a un gros dilemme. On ne sait pas du tout comment est-ce qu'on va pouvoir gérer tout ça. Surtout qu'on est dans une urgence absolue. Si on arrête aujourd'hui d'émettre des gaz à effet de serre, il faudra à peu près l'équivalent à minima de la circulation d'un cycle de la circulation thermo-haline, c'est-à-dire 1500 ans, pour retrouver un état d'équilibre. Alors voilà, donc on m'a dit c'est 20h15 d'année délai, donc ce qui m'a beaucoup intéressé personnellement en tout cas, c'est d'avoir des experts absolument au point sur la dimension scientifique et qui en même temps développent à partir de cette connaissance scientifique une opinion qu'ils partagent avec vous, qui ne sont pas forcément en symétrie sur l'opinion, j'imagine, mais c'est important de voir qu'on peut, en tant que scientifique, être parfaitement au niveau des faits, premier discours et deuxième discours, on en tire des conclusions par rapport à la société. Moi, ce que j'aimerais vous laisser comme message pour moi, c'est j'ai l'impression que c'est vraiment le rapport à la Terre qui est déséquilibré chez nous, et que si on arrive à se dire tout ce qui est fait à la Terre est fait à moi, si on arrive à tous se dire ça, ce qui est fait à la Terre est fait à moi, ce qui se passe en Amazonie, ce qui se passe en Groenland, ce qui se passe sur l'Himalaya, ce qui se passe chez nous, c'est fait à moi, ça change radicalement la chose. Parce que je n'aime pas ce terme d'environnement d'ailleurs, parce que l'environnement c'est un truc extérieur à nous. Or c'est nous qui sommes l'environnement en fait, la nature c'est nous. Alors je vous laisse cette réflexion pour la suite. Il y a de la frustration ici, la frustration dans la salle, mais on doit s'arrêter. Et le but c'est que vous puissiez repartir avec toutes ces choses qu'on a entendues, et vous avez une conclusion. La science a parlé, et les scientifiques ensuite s'engagent
à leur manière. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Qui a dit « J'ai appris qu'on ne doit regarder un homme de haut que pour l'aider à se lever ». Alors, ce qu'on pourrait faire tous ensemble, c'est aider tous ceux qui le veulent à se lever, à aller dans la rue et aller voter effectivement pour qu'il y ait une prise de conscience de ceux qui nous gouvernent et des politiques. Et puis juste quelque chose, c'est que Valentine Picon l'a dit tout à l'heure, elle s'intéresse au programme d'éducation et tout ça. Il faut savoir qu'en France, même si le climat c'est quelque chose d'important, dans les programmes d'éducation aujourd'hui ça n'existe pas encore. C'est-à-dire que dans le primaire, dans les collèges, dans les lycées, on n'en parle pas. Et ça c'est urgent. Alors, par exemple, à Genève, il y a beaucoup de choses qui sont faites, vraiment incroyables. Mais il faut planter une fois une plante et la regarder pousser pour la respecter. Sinon, ça reste de la théorie. Voilà, ça c'est mon point de vue. Et les enfants, ils devraient pouvoir faire ça.